Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. J'allais dire, il n'y a plus aucun professionnalisme à la tête de l'État. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Vraiment, en ce moment, on ne peut pas dire que c'est une phrase qui ne veut rien dire, hein, surtout pas. Alors aujourd'hui, eh bien, guerre chez les agriculteurs. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi un certain nombre d'agriculteurs ont répandu des tonnes d'engrais sur la préfecture de Saint-Brieuc ? Pourquoi ? Et ce n'est pas seulement là, les 400 000 agriculteurs et beaucoup aujourd'hui en colère. En colère, on va l'expliquer avec Philippe Grégoire. Et ça remonte à loin. Et puis, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Entre, effectivement, certains qui sont condamnés à de la prison ferme tout de suite, d'autres qui, après avoir tabassé, violé, brûlé, sont en prison avec sursis et aménagement de peine. Et ensuite, nous allons parler de ça avec Pierre-Marie Sève. Et puis alors, il y a un gros problème avec, effectivement, Rima Abdul-Malak. On va en parler. Agnès Buzyn, qui parle d'antisémitisme à propos de la gestion du Covid, un peu bizarre. Emmanuel Macron aussi, qui reçoit de drôles de messages en forme de drapeau de Javier Milei, le nouveau président argentin. Et puis nous allons recevoir Philippe Pichon. Pourquoi la littérature du vagin respire mal ? Vous allez me dire titre provocateur. Bon, mais en fait, cela cache une vraie histoire de la France d'aujourd'hui. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette terre de France ? Dans cette agriculture qui se sent de plus en plus mise en terre ? Qu'est-ce qui se passe exactement pour qu'on en arrive, ce n'est pas la première fois, effectivement, à aller jeter du purin dans les préfectures ou devant les préfectures, à aller réagir, à prendre les tracteurs. Pourquoi ? Pourquoi ça dure et pourquoi ? Soyons clairs. Ça grave quelque part. Et on n'en parle pas. Alors là, c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Il y a le Moyen-Orient, il y a l'Ukraine, il y a les attentats, il y a la justice à 10 vitesses. On en va en reparler. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on en parle tout de suite avec Philippe Grégoire. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Très belle chanson de Pierre Bachelet. Paysan tu es, paysan tu seras. Ah oui, ça peut encore se conjuguer au futur, mais pour combien de temps ? Bonjour Philippe Grégoire. Bonjour. Philippe Grégoire, vous êtes responsable national agricole de la République souveraine et vous êtes aussi l'un des fondateurs, en tout cas président du SAMU social agricole. Nous avons discuté et vous m'avez envoyé un mot en disant, écoutez, il faut quand même, pour parler de cela, revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, il faut le dire, c'est qu'il y avait encore dans les années 60, corrigez-moi si je me trompe, pratiquement 1 200 000 agriculteurs en France. Il n'y en a plus que 400 000. En 60 ans, ça a diminué de 2/3. C'est bien ça ? Oui, c'est ça, oui. Oui. Alors, Philippe Grégoire, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on en arrive là, avec effectivement 20% des agriculteurs qui vivent plutôt bien, ou en tout cas très correctement, et 80% des agriculteurs, c'est ce qu'on m'avait dit, qui vivent très mal. Concrètement, ça veut dire quoi ? Alors, si vous voulez, concrètement, vous avez parlé des manifestations et vous avez parlé de guerre économique. Effectivement, on est bien dans une guerre économique. Ouais. Et pour bien le comprendre, pourquoi là il y a eu des manifestations, pour que les auditeurs comprennent pourquoi il n'y aura pas de condamnation, si les gilets jaunes retournaient tous les panneaux ou faisaient ce que font la FNSEA, il y a longtemps qu'ils seraient en prison. Ouais. Pour le comprendre, il faut faire un peu d'histoire. En 1945, à la sortie de la guerre, a fallu relever le pays. Il y a eu des tickets de rationnement. Le gouvernement a créé la CGA, la Confédération Générale de l'Agriculture, où étaient réunis autour le Crédit Agricole,
les mutuelles ont formé la Mutualité Sociale Agricole et Groupama. Ça s'appelait pas comme ça, mais je donne les noms actuels. D'accord. Et à partir de 46, la FNSEA s'est détachée, elle a créé son syndicat et le gouvernement lui a donné la gestion des terres. Ça, c'est très important. La gestion du foncier est tenue par le syndicat. Jusqu'aux années 60, oui. jusqu'aux années... Oui. La gestion entière des terres est juste confiée à la FNSEA. Oui, avec des commissions structures par département et avec les SAFER. D'accord. Donc, pour avoir des terres, pour faire simple, c'est plus facile d'être adhérent. Si vous n'êtes pas adhérent, c'est plus compliqué. D'accord. Parce qu'il y a des commissions par département. D'accord, Donc, on arrive aux années 45, 60. Oui, allez-y. Oui. De 45 aux années 60, ticket de rationnement, le pays s'est redressé. Après, à partir des années 60, il y a eu la politique agricole commune avec Edgar Pisani. Oui. Il y avait un vignoble dans mon département, dans le Maine-et-Loing. Et des années 60 aux années 2000, il y a eu une forte restructuration du monde des paysans et des industries de l'agroalimentaire. Les coopératives se sont transformées en coop de collecte. Et c'est là que le bas blesse. Pourquoi on est en guerre économique? Parce que l'agroalimentaire est parti avec la caisse. L'agroalimentaire privé et coopérative. Et a affamé les paysans. Et à partir des années 2000, on est passé, comme l'industrie tout court, comme l'industrie pharmaceutique, oui. On est passé à la financiarisation de l'agriculture. C'est-à-dire que nos outils qui ont été créés par nos parents, nos grands-parents, nos coopératives qui étaient toutes petites, il y en a quelques-unes qui fonctionnent. Il y a les fruitières, le comté, les petites coopératives. Oui. Mais les autres, elles sont devenues des multinationales. Et 1,4% des entreprises de l'agroalimentaire qui sont gérées par le syndicat FNSEA contrôlent 80% des bénéfices de l'industrie agroalimentaire en France, qui fait 220 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, si vous voulez, le verre est dans le fruit. Et ce modèle-là a été construit par la gauche plurielle, par les Républicains, par l'UDF, par l'UMP. Parce que tous les projets qui ont été montés depuis les années 60, ils se sont faits avec la Banque publique d'investissement. Et au niveau européen, avec la Commission européenne, qui a impulsé en 1950 le COPA-COGECA. Le COPA-COGECA, c'est quoi? C'est les 27 FNSEA réunis en Europe qui se sont mariés en 1959 avec toutes les coopératives en Europe. Ça ne fait plus qu'une entité. Et c'est en lien avec Madame van der Leyen. Si vous voulez, l'agriculteur, il a deux mastodontes en face de lui. Il a quelques oligopoles de l'agroalimentaire, représenté par un syndicat qui n'est plus un syndicat agricole, qui a été un bon syndicat au départ, qui a fait son job à la sortie de la guerre, mais après ils sont tombés dans la financiarisation et ils sont devenus un co-gérant du pouvoir. Et après, vous avez bien sûr les centrales d'achat. Donc le paysan, lui... C'est ça, pardon Philippe Grégoire, ce sont ça les deux mastodontes, c'est les centrales d'achat d'un côté et les FNSEA de l'autre. Avec l'agroalimentaire. Parce que si vous voulez, l'industrie agroalimentaire, quand vous parlez de traité de libre-échange, les plateformes de l'agroalimentaire de la FNSEA sont sur tous les continents depuis les années 60. Ils sont en Nouvelle-Zélande. Ils ont une compagnie en Nouvelle-Zélande. Ils travaillent avec le groupe KKR, les barbares de Wall Street, qui sont en financement avec BlackRock. Si vous voulez, on est passé dans une financiarisation de l'agriculture. Vous comprenez ? Ouais. Et cette financiarisation de l'agriculture est plus que jamais aujourd'hui à l'ordre du jour. Enfin, c'est elle qui règne, si je vous comprends bien et si je vous entends bien. Qui règne. Et je vais vous donner un détail pour les auditeurs. Pourquoi le 80-20 en grande majorité, on va pas prendre les virgules. Dans les revenus, 80% des paysans gagnent moins de 1709 € bruts. Chiffre INSEE, Mutualité Sociale Agricole. Moins de... Vous dites... Attends, je répète ce que vous dites parce que c'est important. Vous dites 80% de la population agricole gagne moins de 1700 € bruts. C'est ça? 1709 € bruts. D'accord. Et 40% moins du RSA. D'accord. Et environ 55 000 touchent la prime d'activité et le RSA dans les agriculteurs. Et pourquoi 80-20 ? Parce que les 20% qui gagnent bien leur vie
en grande majorité, faut faire c'est Oui, une bien sûr. CMSA, ça. Oui. C'est des gens qui stockent, vous allez bien comprendre, c'est des gens qui peuvent stocker leurs denrées agricoles, c'est-à-dire, c'est des céréaliers ou c'est des viticulteurs qui, vous savez, ils vinifient le vin, ils ont le vin dans la cave, Bien sûr. et ils vendent leur vin. On peut le stocker. Et à partir du moment où vous avez des animaux, vous passez soit par un abattoir, soit par des laiteries qui transforment le lait, Ouais. soit par des plateformes de légumes, des coopératives qui vont dispatcher les légumes dans le Pro Natura, par exemple, qui est D'accord. contrôlé par le syndicat. À partir de là, l'outil de transformation, si vous voulez, ils se sont ravalés les uns aux autres, comme les grandes entreprises dans le textile Ouais. ont délocalisé en Asie du Sud-Est. Donc nous, nos groupes de l'agroalimentaire, ils sont en Ukraine, ils sont en Russie, ils sont en Chine. Imaginez que les animaux du Brésil qui reviennent dans vos assiettes, ils sont nourris par des plateformes du syndicat. Ah ouais. D'accord. Et en fait, c'est ça s'est mondialisé, ça s'est complètement délocalisé. Mais c'est ça. Et en fait, il nous envoie les aliments dont on a plus ou moins besoin. Et ça a changé. Est-ce que ça a changé beaucoup de choses sur les prix d'achat, les prix que les Français payent quand ils vont s'acheter des produits alimentaires, soit au supermarché, soit ailleurs? Ça a changé radicalement l'échelle des prix, parce que ils vous disent aussi oui, mais comme ça coûte moins cher dans le panier de la ménagère. Alors, c'est pas vrai que ça coûte moins cher, parce que quand on compare le modèle allemand, les Allemands, rappelez-vous, tout confondu, pas que l'agricole, actuellement c'est pas le cas, mais ils ont été jusqu'à exporter plus de 20 milliards d'euros par mois d'excédent. Nous, Ouais. on n'a jamais été à ce niveau-là. Et quand vous comparez les chômeurs entre l'Allemagne et la France, à catégorie égale, il y a 900 000 chômeurs de différence entre nous et l'Allemagne. Et en fait, le modèle du moins-disant social, de toujours exporter, tire les salariés et les paysans vers le bas. Parce qu'on est dans une technique du moins-disant social. Oui. Et c'est à cause de ça qu'on est à 2 suicides par jour, si vous voulez. Parce qu'un agriculteur français ne peut pas produire au prix d'un Néo-Zélandais. Vous savez très bien que les charges sociales ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes, Et bien c'est- sûr. Vous comprenez ? Et alors, Philippe Grégoire, vous-même, vous êtes dans quel domaine? Vous êtes agriculteur, vous-même, vous êtes dans quel domaine, vous? Producteur de lait dans le Maine-et-Loire à côté d'Angers. D'accord. Alors, producteur de lait dans le Maine-et-Loire, est-ce que vous pensez que cette situation va amener à cette espèce de protestation, de vague qu'on voit aujourd'hui en France, dont d'ailleurs très peu de médias parlent, c'est vrai. D'ailleurs, il y a un journaliste australien qui est arrivé en France et qui a dit, qui s'est baladé et qui a dit, mais je comprends pas, je vois les agriculteurs dans tous leurs états et je ne comprends pas qu'on n'en parle pas plus. Est-ce que vous pensez que c'est un mouvement qui va aller en s'aggravant, en étant plus intense encore? Non, si vous voulez, pour arriver à aboutir à quelque chose, il faudrait faire un mouvement gilet jaune agricole. Parce que là, si vous voulez, les mouvements qui ont été organisés sont organisés par le syndicat pour brouiller les pistes. Le problème, c'est que l'agriculteur, il est tenu par l'industrie agroalimentaire, qui sont les multinationales. Et les multinationales gèrent les importations, les exportations, les vides sanitaires. Et n'oubliez jamais, ça va choquer les auditeurs, c'est l'industrie agroalimentaire qui fait la facture. On ne fait pas notre facture. Sauf dans les 20% que je vous ai parlé, là. Ah oui. Ceux Vous voulez qui dire stockent- les 80% des agriculteurs ne font pas leur facture? C'est c'est l'agroalimentaire, enfin le syndicat qui le fait. C'est ça? C'est les branches des multinationales dans lesquelles travaille le syndicat, D'accord. qui est en congestion. Si vous voulez, nous, c'est particulier. Philippe Martinez et Laurent Berger, chez nous, la position d'un président des FNSEA, elle n'est pas facile, parce qu'elle est du en même temps. Il est du Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il est en même temps président du groupe Avril et de multiples sociétés de l'agroalimentaire. C'est comme si Philippe Martinez, il avait été président de Michelin, Renault et Peugeot. Nous, dans le monde agricole, si vous voulez, c'est comme ça depuis les années 60. D'accord. Et en même temps, chef de la CGT, c'est ça? C'est ça. Ouais, d'accord. Et donc, en fait, c'est la double peine, c'est-à-dire les agriculteurs sont pris entre deux feux et leur marge de manœuvre pratiquement est inexistante, si je vous suis bien.
C'est exactement ça, si vous voulez, le ver est dans le fruit, puisque on est attaché aux outils de l'agroalimentaire. Hein. Les gens ils sont en situation d'oligopole, et les stratégies qui ont été développées en France et à l'international ont été faites avec nos politiques, avec la Banque publique d'investissement. Ouais. Alors, il y aurait des solutions pour sortir de ça. On va en parler juste après ceci, une petite pause, on vous reprend Philippe Grégoire et on va parler justement des solutions possibles. À tout de suite. Et l'agriculture dans tous ses états, évidemment, sur Sud Radio. Aujourd'hui, dans André Berkoff, dans tous ses états. Et puis, on prendra tous vos témoignages au 0826 300 300. Appelez-nous si vous êtes agriculteur, producteur, vigneron. On prend vos témoignages au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul, avec Philippe Grégoire, responsable national agricole de la République souveraine, lui-même éleveur, producteur laitier. Philippe Grégoire, alors, rapidement, est-ce qu'il y a des solutions? Parce que vous nous avez parlé, comme ça, à regarder le tableau que vous nous dressez, on a l'impression que, devant ces mastodontes, que peuvent faire les 80%? Oui, alors d'abord, je voudrais rectifier un chiffre. Dans les médias, vos auditeurs, ils disent que c'est la faute des consommateurs. Ils dépensent 13% du budget des ménages à l'alimentation. C'est pas 13, c'est plus de 18. Parce que si vous additionnez toutes les aides qui vont à l'agriculture, chaque Français, 53 millions d'adultes, verse l'équivalent du salaire médian. C'est-à-dire, vous financez notre retraite, vous financez la PAC et tout ça. Donc, on est arrivé à une situation avec cette libre circulation des biens des hommes, des marchandises et des capitaux, où on importe 56% des moutons, 22% de la viande bovine, 45% des poulets, 26% du porc, 30% des produits laitiers, 75% du miel, 28% des légumes, 71% des fruits et 63% des protéines qui contribuent à à détruire la forêt amazonienne. Que faut-il faire? Il faut tordre le cou, il faut reprendre la souveraineté des États, comme on le dit à République souveraine, comme le dit Nicolas Dupont-Aignan, comme le disent un tas de souverainistes, à Madame van der Leyen, pour pouvoir reprendre notre souveraineté en local et en bio sur les restaurations collectives à l'échelon des territoires. Ça, c'est interdit par les traités européens. Oui, alors sur le plan international, il faut fonctionner non pas sur la théorie de Ricardo des coûts comparatifs du moins-disant social, il faut revenir sur un modèle de la charte de la Havane qui n'avait pas été ratifiée. On va en parler, attendez Philippe Grégoire, on va pas faire la géopolitique là, on va rester sur ce que vous avez dit et qui est très très important déjà. Et je voudrais vous faire entendre, nous avons avec nous, je crois, Jean-Jacques Esteban. Oui, qui nous appelle depuis le Tarn-et-Garonne. Beaumont-de-Lomagne. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Oui, bonjour, je suis très heureux de participer à votre émission. Donc, je remercie Philippe que je suis sur ces petites vidéos très intéressantes qu'il met sur les réseaux sociaux. Oui. Et ainsi que quand je peux, je suis à fond de votre émission, M. Berkoff, que j'adore. Merci. Donc, et derrière tout ça, je voulais rajouter que, au-delà de toute cette pression économique que subit le monde agricole, parce que moi, ça fait 40 ans que je suis agriculteur. Et quand je me suis installé, on était 1 300 000 paysans. Et aujourd'hui, je pense qu'on est plus près des 300 000 que des 400 000. Parce qu'il faut tenir compte d'une chose, c'est que dans les numéros INSEE, il y a aussi plusieurs sociétés par agriculteur. Donc, ça fausse un peu le calcul. Et là où je dis que le gros problème qu'on a en plus, c'est qu'on a toutes ces pressions avec ces normes. Alors, normes européennes, certes, mais sur normes au niveau de la France, parce qu'on veut faire tellement de belles choses qu'on nous a fait monter en gamme. Et moi, je suis producteur de label en termes de poulet. Et aujourd'hui, on voit que le label, les gens en achètent beaucoup moins. On a complètement descendu le bio, parce qu'économiquement, les gens n'y arrivent plus à acheter du bio. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que la grande distribution, et tout le monde fait une marge énorme sur ces produits bio ou label. Et moi, je le dis clairement, quand je vends mes poulets, on me les paye 1,70 € le kilo.
le kilo. Ce même poulet, il part à l'abattoir, il est juste mis en pack avec une étiquette et il va dans les rayons. Donc il y a juste le transporteur, l'abattoir et le transporteur. Et alors, il est vendu à combien le poulet Je le vois de 8,50 € jusqu'à 11,50 € le kilo. Et D'accord. le pire, c'est le poulet qui m'est déclassé parce qu'il peut avoir des défauts ou autre. Ouais. Et celui-là, on me le paye 1,20 € le kilo. Il est vendu en filet, découpé, à pas loin de 20 € le kilo. Moi, ça me scandalise parce que je voudrais que tout le monde puisse manger du poulet. À 1,50 € et ça passe à 8 €, 11 €. Oui, voilà. Oui, Jean-Jacques. Et j'ai une solution peut-être pour sauver le peu d'agriculteurs qu'il y a et faire que les jeunes aient envie de s'installer. Moi, mon fils est installé avec moi. On a diversifié, on fait aussi du photovoltaïque parce qu'on essaye de grappiller à droite à gauche pour recréer du revenu. Et j'ai une solution peut-être, c'est qu'on mette l'agriculture dans l'intérêt général. Parce que si demain, vous avez vu le problème du Covid, si demain, parce que les échanges internationaux sont tels, on a une maladie plus sévère que le Covid, et que tout s'arrête d'un coup, on ne va plus être capable à fournir à manger à nos concitoyens. On le voit, Monsieur Philippe nous l'a dit, toute l'importation que l'on a. Bien Donc sûr. demain, j'appelle un appel aux politiques. Vous voulez des agriculteurs, vous voulez que les jeunes reprennent, mettez l'agriculture d'intérêt général. Merci. Et derrière, on pourra faire plein de choses. Merci Jean-Jacques. Je voudrais savoir ce qu'en pense Philippe Grégoire. Philippe Grégoire, vous pensez quoi d'une des propositions, de cette proposition de Jean-Jacques ? Faut redéfinir les valeurs qu'on veut accorder à notre société. L'agriculture, le chiffre d'affaires de la ferme France représente 3% du produit intérieur brut. L'agroalimentaire, 8,8%. Simplement, vous savez qu'on peut pas vivre sans manger. Et en plus, nous, on entretient les territoires. Donc, il a parlé des agriculteurs. On sera 377 000 au 1er janvier 2023, plus 20 000 en Outre-mer. Si on n'encadre pas l'industrie agroalimentaire et la grande distribution, les circuits courts, c'est bien, faut les développer. Ça représente 3 milliards d'euros, Monsieur Berkoff, les circuits courts, sur 76 milliards d'euros du chiffre d'affaires de la ferme France. Vous voyez la proportion? Oui, écoutez, c'est absolument, nous reparlerons de tout cela. C'est ce que vous venez de dire, les chiffres que vous avez avancés sont extrêmement parlants, et vraiment là il y a quelque chose à faire. Cette France, pays agricole, cette France, quand on se balade, quand on prend son temps, on voit toutes les richesses et les potentialités, et pour en arriver là, c'est quand même assez, je dirais plus que triste, très préoccupant. Merci de vos éclaircissements et on reviendra là-dessus avec vous. Sud Radio, André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Samuel Paty, 5 prévenus étaient jugés pour association de malfaiteurs en vue de préparer des violences aggravées qui avaient effectivement, d'une manière ou d'une autre, renseigné l'assassin de Samuel Paty. Au terme d'un procès de 2 semaines, les 6 anciens collégiens jugés au tribunal pour enfants de Paris ont été condamnés à des peines allant de 14 mois de prison avec sursis, à 6 mois de prison ferme aménagée sous bracelet électronique ce vendredi dernier. Voilà pour l'implication dans l'assassinat en 2020, dans la décapitation du professeur Samuel Paty. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est intéressant, le rapport effectivement entre le jugement et entre ce qui s'est passé. Autre exemple, les manifestations à Romans-sur-Isère. 6 personnes ont été condamnées à des peines de 6 à 10 mois de prison ferme et immédiate pour avoir participé samedi 25 novembre au soir à une manifestation d'ultra-droite à Romans-sur-Isère. Après, vous savez, après que Thomas, jeune rugbyman, a été poignardé à Crépol et est mort, et puis plusieurs blessés. Jugés en comparution immédiate au tribunal de Valence, ces hommes qui ont manifesté, je ne dis pas que c'était bien ou pas bien, ultra-droite, d'accord, il n'y a pas eu un bris de vitre, il n'y a pas eu un blessé, il n'y a pas eu une agression. Eh bien, ces hommes âgés de 18 à 25 ans ont été interdits de séjourner dans le département et de détenir une arme pendant 5 ans. Et puis je rappelle quand même Chahina, vous savez, qui avait été violée en Réunion, qui avait été ensuite brûlée par son petit ami, elle est morte brûlée vive par son petit ami. Et alors qu'a fait la cour d'appel d'Amiens? Elle a condamné 3 mineurs et un jeune majeur
à des peines allant de 6 mois à 2 ans de prison avec sursis, je répète avec sursis, pour des agressions sexuelles et des violences commises à l'encontre de Shaina. Et le principal auteur, c'est le petit ami de Shaina qui l'avait brûlé vive, sera également, ah oui, ça change tout, inscrit au fichier des délinquants sexuels. C'est vraiment tout à fait intéressant. Voilà tout à fait, et on peut prendre des exemples et beaucoup d'autres exemples. Je ne parlerai pas ici du préfet, par exemple, qui va interdire les manifestations et interdire aussi la procession de la Vierge sur les remparts de Lyon. C'est intéressant, le préfet du Rhône. Là aussi, c'est autre chose. Là, ce n'est pas la justice, c'est la préfecture. Mais enfin, 2 poids, 2 mesures, 3 poids, 3 mesures, 10 poids, 10 mesures. Pierre-Marie Sèvres, bonjour. Bonjour André Berkoff et bonjour à tous. Alors, Pierre-Marie Sèvres, dites-moi, on a l'impression de faire une litanie, de se répéter. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Avec sursis, avec on verra, avec bracelet, avec etc. C'est quoi? C'est en fonction de quoi? Est-ce que c'est un délit de faciès ou d'idéologie ou de camp que telle ou telle justice choisit ses sanctions? Alors, effectivement, on assiste à un phénomène assez paradoxal parce que dans ce que vous dites là, le 2 poids 2 mesures, très clairement, on a l'impression, le citoyen lambda a l'impression, l'observateur, que l'État est absolument impitoyable avec des citoyens insolvables, sans casier judiciaire, mais qu'il est à l'inverse extrêmement laxiste avec les délinquants de carrière, avec vous savez, c'est des profils, les fameux toujours les mêmes, on voit tous ce dont il s'agit, des gens qui ont des casiers judiciaires longs comme le bras, etc. etc. Multirécidivistes, etc., voilà. Ouais. Exactement. Et en fait, ce phénomène-là paradoxal, souvent d'ailleurs, on le résume avec la phrase qui est très bien trouvée, qui est fort avec les faibles et faible avec les forts. Vous savez, moi ça me paraît extrêmement pertinent cette phrase. En fait, elle résulte de deux mouvements, en sens inverse, c'est-à-dire que premièrement, on a une justice qui est laxiste. Ça, c'est sûr et certain. L'État et le système judiciaire ont fait en sorte que la justice ne punisse pas les délinquants et les criminels de carrière. Vous savez, il y a un exemple qui le prouve, c'est dans le code pénal, il est écrit, c'est-à-dire c'est l'immense masse des gens qui vont arriver devant la justice. Et dans le code de procédure pénale, il est écrit le recours à la peine d'emprisonnement ne doit être prononcée qu'en dernier recours. Ça, c'est le législateur qui a écrit ce mot dans le code pénal. En dernier recours, oui, d'accord. Ne doit être prononcé qu'en dernier recours. Donc ça, c'est pour l'immense majorité des cas. Mais vous l'avez rappelé pour Romans-sur-Isère. Moi, j'ai un autre exemple qui m'avait particulièrement marqué, qui illustre bien ça. Alors, il ne s'agissait pas d'une peine de prison, mais c'était pendant le confinement. On avait une dame qui s'appelait Françoise, qui avait 70 et quelques années, pas très vieille, mais déjà atteinte d'Alzheimer. Et alors cette pauvre dame à Vesoul, cette pauvre dame, elle va faire ses courses avec son attestation et puis manque de chance, elle se trompe de jour sur son attestation. Elle met un jour trop tôt, un jour trop tard. Enfin bref, elle se fait arrêter par la police qui la contrôle. Elle se fait arrêter, enfin surtout elle se prend une amende. Alors sa fille, la fille de cette dame, écrit au tribunal de police de Vesoul et dit bon, vous voyez, il y a eu une erreur, elle s'est trompée de date, mais c'est une dame qui a Alzheimer, elle donne l'attestation, etc. Voilà. Mais que se passe-t-il derrière? Donc ça, c'est l'État qui demande à la police de condamner cette dame à une amende. Et le tribunal de police de Vesoul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a confirmé cette amende. Donc cette dame qui avait Alzheimer, qui s'est trompée de date sur son attestation, elle a eu droit à aucun laxisme de la justice. Moi, je vous donne un autre exemple. J'étais en Normandie il y a 2 semaines. J'étais à 53 km/h au lieu de 50 dans un village. Je me suis pris une amende de 60 €. Paradoxalement, j'avais vu une affaire récemment, un migrant koweïtien ivre qui avait donné un coup de tête à un policier lors de son arrestation et donné des coups de pied au policier au commissariat. Il a été condamné à 300 € d'amende avec sursis, c'est-à-dire à rien du tout. Moi, mais alors, attendez, Pierre-Marie Sèvres, on pourrait faire 3 heures, effectivement, c'est-à-dire sur ces exemples-là. Ça veut dire que effectivement, le citoyen, qui peut se tromper, etc., lui, alors attention, on y va. Le violent, au multirécidiviste ou autre, etc., qui tue, qui poignarde et autres, et ben là, on est laxiste. Alors, c'est quoi? Est-ce que c'est l'État et la justice? Parce que vous avez dit, l'État et la justice vont dans le même sens? C'est quoi? C'est l'explication de ça. C'est quand même tout à fait étonnant. On se dit quand même, ce sont des êtres humains, ils ne sont pas complètement invertébrés, ni décervelés.
Qu'est-ce qui se passe ? Oui, alors ce qui est certain, c'est que l'État et la justice marchent main dans la main dans ce mouvement-là. Je ne dis pas que c'est conscient et conscientisé par l'un comme par l'autre. Les magistrats ont des personnalités différentes, la justice est une institution différente et en partie indépendante du pouvoir exécutif. Donc je ne dis pas que c'est conscient et volontaire, mais ce qui est certain, c'est que l'effet est le même, il semble aller main dans la main. Et je vous ai donné cet exemple, c'est-à-dire que c'est l'État, c'est le pouvoir exécutif qui a inscrit dans la loi tout un tas d'aménagements de peine. Tous les aménagements de peine dont va profiter par exemple le chauffard qui a tué Axel Dorier à Lyon. Vous vous souvenez de cette affaire-là, condamné à 12 ans de prison en début d'année, là au mois de janvier, il va être libéré. Son avocat avait dit en direct sur CNews qu'il allait demander un aménagement de peine dès l'année prochaine. Condamné à 12 ans de prison. Enfin bref, Pierre Marissev, le nombre de gens qu'on voit qui sont condamnés à 12-10 ans et qui sortent au bout de 3 ou 4 ans, ou 5 ans. Enfin, on n'entend que ça dans les faits divers en ce moment. Enfin, si on peut appeler ça faits divers. Donc, est-ce qu'il y a on va pas généraliser, évidemment. Il y a des juges qui font très bien leur métier, enfin, qui essaient de l'État, j'espère aussi, enfin, en tout cas, dans certains cas, mais dans d'autres, c'est pas ça. Est-ce qu'au fond, il y a cette volonté de dire, écoutez, on n'a pas de la place, déjà les prisons sont engorgées, donc on ne sait pas quoi faire, donc on essaye de limiter les dégâts et de nettoyer l'océan et de vider l'océan avec une cuillère à soupe. On a l'impression de ça, quoi. Oui, c'est en partie vrai. Et puis sur les magistrats, je vous ai dit, c'est pas les magistrats qui ont décidé d'écrire dans le code pénal que la peine d'emprisonnement ne doit être prononcée qu'en dernier recours. C'est pas les magistrats qui ne construisent pas les vous savez, Emmanuel Macron qui a promis 15 000 places de prison en 2017, qui n'en a construit que 3 000 6 ans après. Ce ne sont pas les magistrats qui sont les coupables de cette incompétence, de cette incurie. Donc les magistrats, c'est certain, il y en a une partie qui sont idéologues, on le sait. Il y a 30% à peu près des voix aux élections professionnelles qui vont syndiquer la magistrature. Certainement qu'une partie de ces 30% sont idéologues et peut-être que ça a une incidence dans leur jugement. Et c'est ça, il faut vraiment le combattre et c'est ce qu'on fait à l'Institut pour la justice depuis longtemps. Mais ce ne sont pas les magistrats les premiers fautifs. Moi, à mon avis, ceux qui ont créé ces aménagements de peine, ces mécanismes, vous vous souvenez par exemple des réductions de peine automatiques, c'est-à-dire que les détenus n'avaient rien à faire jusqu'à l'année dernière. Les détenus n'avaient rien à faire chaque année et ils se voyaient un quart de leur peine retranchée. Ça a été modifié en 2021 et ça a été remplacé par quelque chose d'encore pire. Enfin bref, ça on pourra en parler une autre fois, un petit peu technique. Mais ce ne sont pas les magistrats qui ont voté tout ça. C'est le pouvoir exécutif qui a voté tout ça. C'est le pouvoir exécutif qui fait sortir ces gens. Donc effectivement, l'exécutif, on peut poser des questions là-dessus et vraiment se demander à chaque fois, et ça devient, et vous le savez, ça devient quand même tout à fait, je dirais presque terrifiant de voir que rien ne change, rien ne se fait là-dessus. Et merci beaucoup Pierre Marissev. On reparlera de tout ça, mais on le reparlera en profondeur pour savoir ce qu'il faut faire. Et vous reviendrez à l'émission pour parler de vraiment comment prendre, je dirais, le taureau par les cornes et l'injustice par sa racine. Merci. Il le faut. Merci beaucoup Pierre Marissev d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut pour la justice. Restez bien avec nous dans Berkov dans tous ses états, puisque il est l'heure pour nous de faire les paires, les huées, les bravos après cette courte pause. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Lidl. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Quand j'entends le mot culture, je sors évidemment Rima Abdul-Malak. Rima Abdul-Malak, la nouvelle ministre de la Culture. Donc, c'est encore signalé à notre attention lundi dernier lors d'une conférence de presse. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait de la discrimination plus que positive. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Évidemment reconnu le grand, l'immense, l'immortel Michael Jackson. It don't matter if you are black and white. Ça n'a aucune importance si vous êtes noir ou blanc. Effectivement, je dirais que moi, black, toutes les vies sont importantes. Black Lives Matters, oui. White Lives Matters, oui. All Lives Matter, encore mieux. All Lives, hein.
Pas de discrimination de ce point de vue-là. Alors, elle a lancé, Rima Abdul-Malak, lundi dernier, le lancement du programme La Relève, visant à favoriser la diversité à la tête des établissements culturels. Bon, très bien. Alors, l'objectif, c'est quoi? Sélectionner sur l'ensemble du territoire français 101 candidats, soit un par département, entre 25 et 40 ans, qui intégreront une formation délivrée en partenariat avec Sciences Po et leur confier par la suite un poste à responsabilité au sein des lieux culturels. Bon, ben très bien, ouverture, diversité, mais alors elle a précisé les critères, oui, parce que sur quels critères vous choisissez effectivement ces candidats, vous les sélectionnez, etc. Alors il y a la géographie, très bien, le social, bien sûr, qu'il soit d'un peu partout, c'est parfait. Et puis un critère s'est ajouté. Ah bon, quel critère? La couleur de la peau. Ah bon? C'est-à-dire que ce qui comptera aussi, ce n'est pas seulement votre statut social, d'où vous venez, famille aisée ou famille pauvre ou moyenne, etc. Pas du tout. On ajoute la couleur de peau. Alors là, effectivement, grattons-nous un peu la tête et disons donc, si je comprends bien, nous allons faire la politique des quotas. Donc, tant de noirs, tant d'asiatiques, tant de blancs, et ça part évidemment du principe que l'on connaît déjà depuis 40 ans, 50 ans, depuis le politiquement correct qui nous habite, c'est le cas de le dire. Il y a trop de blancs, il y a trop de blancs dans la culture, il y a trop de blancs partout, comme on sait, c'est pas possible, voilà. C'est intéressant, il y a trop de blancs. En fait, c'est devenu le mantra. Il y a trop de blancs. Ben, la France, quand même, c'est un pays, bon, où il y a une majorité de blancs. C'est très embêtant. Et pardonnez-leur d'exister, mais il y a une majorité de blancs. Est-ce que ça veut dire qu'il faut éliminer, que ce soit les Noirs, ceux qu'on appelle les basanés, ou les Asiatiques, ou les jaunes, etc. Bien sûr que c'est grotesque. Mais il y a quelque chose qui s'appelle, Madame la ministre de la Culture, la méritocratie. La méritocratie, aujourd'hui, permet à tous ceux qui vont à l'école, qui font qui se développent et qui arrivent et qui sont là. Mais c'est formidable. Mais s'il y a une majorité de Noirs, comme il y a une majorité de Noirs dans les équipes de football, mais c'est très très bien. Que chacun soit le meilleur dans sa fonction et dans son poste. Qu'est-ce que c'est qu'ajouter la couleur de la peau, Rima Abdul-Malak? Rima Abdul-Malak, vous êtes d'origine libanaise et vous êtes ministre de la Culture. C'est pas une preuve, ça? Et on vous a choisi en fonction de quoi? De votre religion, de votre ethnie? Évidemment, et heureusement pas. Vous êtes là parce que vous êtes considérée comme totalement compétente, effectivement, dans ce poste. Alors vous allez nous faire quoi, là? Vous allez nous faire... Excusez-moi, vous savez, ça s'appelle ça? Je vais vous dire ce que ça s'appelle. Ça s'appelle de l'apartheid. Ça s'appelle de l'apartheid au sommet. C'est intéressant, hein? On s'est débarrassé du régime d'apartheid un peu partout. Alors, vous voulez quoi? Vous voulez vous dire, ah oui, là, il faut, non, là, il n'y a pas assez de blancs, là, il n'y a pas assez de diversité. Alors, ça va être tout. Et puis demain, il n'y a pas assez de quoi? Il n'y a pas assez de LGBTQ, il y a quoi? C'est ça la République. C'est ça la République que vous voulez? Vous voulez une République totalement divisée, fractionnée, compartimentée, archipélisée? Non. C'est pas la culture, ça devient autre chose. Ça devient l'inculture érigée en un des beaux-arts. Ce n'est pas ça que nous voulons, cher ministre. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Tipo y deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Afuera. Vous avez reconnu évidemment le nouveau président argentin, Javier Milei. Alors lui, il n'est pas avec le bout de la cuillère. Hein. Allez, débarrasser. Il est en train, d'ailleurs, il a éliminé pratiquement la moitié des ministères en Argentine. Il dit ça sert à rien, ça fait des impôts, le peuple argentin paye pour des fonctionnaires qui ne servent strictement à rien. Ah bon? Ah, c'est pas possible. Mais nous avons des fonctionnaires, nous avons des ministères, nous avons combien? Je sais pas, 40 ministères et sous-secrétariat d'État. Mais ça sert, mais si, c'est important. Et nous sommes prêts à payer pour ça, n'est-ce pas? À payer des impôts pour entretenir. D'ailleurs, la double
le double pouvoir, les fonctionnaires d'un côté et les cabinets McKinsey de l'autre. Faut payer les gens, oui, parce qu'il y en a qui font pas tout. Alors voilà. Eh bien, Emmanuel Macron a reçu une photo que lui a envoyée Javier Milei avec le t-shirt Boca Junior avec la phrase "Viva la libertad, carajo". Ça veut dire « Vive la liberté, bordel de merde ». C'est pour être très 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 vulgaire à l'antenne. Voilà, il a envoyé des cadeaux à ses homologues étrangers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron a posé sur la photo avec ça, très très heureux. Voilà, comme il posait, vous savez, avec McFly et Carlito, voilà, sur TikTok. Voilà, c'est amusant. Voilà, c'est intéressant, en tout cas... Lui, il essaye absolument d'y aller très très fort, Javier Milei, effectivement. Il va détruire la Banque centrale à la tronçonneuse, il va baisser les dépenses de l'État, il va supprimer les aides sociales qui favorisent la paresse, il va tronçonner tous les ministères, etc., etc. Dites-moi, Emmanuel Macron, vous savez pas faire la même chose? Je suis très inquiet depuis que vous exhibez ce cadeau de Javier Milei. Non, Emmanuel Macron, vous faites le contraire jusqu'à présent. Continuez, s'il vous plaît. Plus d'État, plus de fonctionnaires, plus de dépenses. C'est tellement bien et la France s'en porte tellement mieux. Allez, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. Restez bien avec nous. On va retrouver Philippe Pichon qui sera notre invité du Face à Face après les infos de 13h. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h04 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face aujourd'hui. André Berkov, vous recevez Philippe Pichon, auteur de ce nouveau livre. Pourquoi la littérature du vagin respire mal? C'est aux éditions du Verbe Haut. Bonjour Philippe Pichon. Bonjour, merci de votre invitation. Alors, Philippe Pichon, franchement, je vous ai invité, mais... J'ai tremblé en disant, mais je vais avoir tous les féministes qui vont me traiter de tous les noms. Je vais avoir une espèce de mise au banc. Je vais être l'un des porcs de Balance ton porc. Enfin, vraiment, mais j'invite Philippe Pichon parce que votre livre m'a beaucoup amusé. Donc on est plutôt côte à côte que face à face. Alors. Voilà, absolument, absolument. Vous avez écrit pourquoi la littérature entrecrochée du vagin respire mal. Alors je rappelle pour ceux, et je conseille de le lire, ce merveilleux livre de Julien Gracq, La littérature à l'estomac. D'ailleurs vous aurez dû écrire La littérature au vagin respire mal. Enfin vous y allez quand même, vous n'alliez pas de main morte. Alors effectivement vous traitez de la littérature féminine et des femmes en littérature. Au XXe siècle. Au XXe siècle, absolument. Alors, vous vous rappelez évidemment Simone de Beauvoir, hein, on ne naît pas femme, né NAIT, on le devient, et puis toutes les autres, etc. Et puis franchement, c'est écrit d'un style alerte, c'est envolé, c'est envoyé. Mais alors, vous êtes appesanti sur un certain nombre de femmes écrivains, et sur une femme qui n'est pas écrivain, mais qui veut beaucoup parler d'elle. Mais on va commencer par le prix Nobel, hein, à toute princesse, tout honneur, Annie Ernaux. Et Annie Ernaux, vous semblez considérer que c'est un écrivain de second ordre, soyons clairs. Ah non, pas de second ordre, c'est pas un écrivain du tout. C'est pas un écrivain du tout? Non. D'ailleurs, vous le prix Nobel, Philippe Pichon. Non mais d'accord. Mais justement, la réception d'Annie Ernaux sous les ordres de l'Académie suédoise, j'ai trouvé qu'au mieux, c'était une littérature de quai de RER, au pire de la sociologie de comptoir. Elle dit être écrivain, vous venez de le rappeler, elle dit même écrivaine. Oui. En réalité, c'est une sociologue. Or, pour moi, la littérature, c'est pas un ouvrage de sociologie. C'est les hussards, c'est une créativité, c'est des trouvailles langagières, c'est ce genre de... C'est ça. Or, elle le dit elle-même, j'étais venu avec 2-3 passages d'Annie Ernaux où elle dit elle-même, j'ai un style neutre et j'aime le style plat. Bon, quand on a un style neutre ou plat, on ne fait pas œuvre de littérature, peut-être de sociologue, auquel cas c'est très intéressant, mais ça ne m'intéresse pas moi. Oui. Donc, effectivement, vous trouvez qu'elle est... et les thèmes qu'elle aborde, les thèmes qu'elle prend. Donc, parlons un peu de sociologie, vous intéresse pas non plus? Alors la sociologie m'intéresse quand on fait de la sociologie de la police, mais pas quand on fait de l'autobiographie. Ce n'est qu'une œuvre... Je rappelle que vous êtes un ancien commandant de police, mais on en reparlera de ça. Elle fait œuvre d'autobiographie. Elle n'aurait dû donc donner qu'un seul ouvrage, parce que par définition, l'autobiographie ne peut faire qu'un seul ouvrage. Or, elle lui donne une sorte d'allure feuilletonesque. On en a pris pour 20 ans, alors qu'à côté, il y a plein d'auteurs femmes qui ont, elle me semble, avoir une autre créativité. Vous dites donc que Annie Ernaux, c'est un peu une série Netflix?
à peu près avec les mêmes poncifs et les mêmes platitudes. D'accord. Vous connaissez ce mot de Barthes, le degré zéro de l'écriture. C'est l'écriture du deuxième sous-sol. Ah oui. Oui, bah oui. Non, vraiment, je la plains. Regardez ce que la littérature a fait de son style. La fiancée est froide, quoi. Je peux rien. Alors écoutez, parlons de quelqu'un d'autre quand même, parce que là on va ensuite passer à votre rapport avec les femmes vis-à-vis de la littérature. En tout cas, je ne vais pas parler de votre vie privée, bien sûr. Alors j'allais vous dire, je vous interromps, pardon, Monsieur Berkoff, c'est tout sauf un brûlant anti-femme. C'est même une déclaration d'amour aux femmes. Peut-être vous me demanderez dans cette même période. Colette, Sagan et Dorman, ce sont des écrivains. Il y a un travail sur la langue, il y a un travail, il y a une gouaille littéraire que je n'ai pas retrouvé dans d'autres auteurs. C'est pas une question d'homme ou de femme, c'est une question de talent et de style. Pour moi, il n'y a pas d'écriture féminine, au sens, il peut y avoir un regard féminin, mais pas d'écriture proprement féminine. Il n'y a pas plus d'écriture masculine qui n'aurait pas plus de... féminine. Bah, ça n'a pas de sens. L'écriture, c'est l'écriture. Le style, c'est le style. Vous avez des auteurs, des fois on dit bon ou mauvais, il y a des auteurs et d'autres qui n'en sont pas, point barre. Donc, si j'ai bien compris, quand Cocteau dit que la forme, c'est le fond remonté à la surface, vous dites encore faut-il qu'il remonte à la surface. Oui. S'il n'y avait pas... S'il n'y avait pas eu on ne parlerait plus de Céline et plus de Blois, s'il n'y avait pas autre chose que des pamphlets, exactement. Des pamphlets plus ou moins bons. On peut pas réduire Céline aux 3 ou 4 pamphlets antisémites. Évidemment. Céline est un immense écrivain et personne ne peut le nier, même si on peut plus que déplorer, abhorrer un certain nombre de choses qu'il a écrites. Mais alors, on pourrait même faire, si vous me branchez sur Céline, on va y passer 3 heures. Moi, je suis pas prêt d'aller déjeuner. Alors bon, on pourrait faire même un pendant Céline et Proust. Il y a évidemment des ponts entre Céline et Proust qui sont précisément le travail sur l'écriture. Absolument. Non, mais là-dessus, je crois qu'on ne va pas être en désaccord. Mais alors, vous parlez de quelqu'un d'autre aussi, dont vraiment, alors que sur laquelle vous tirez à boulet rouge, c'est Christine Angot. Alors, elle aussi, elle n'est pas un écrivain, Christine Angot? Non, à peu près pour les mêmes raisons. C'est ce que j'appelle les chiffonnières de la littérature. Ouais. Lorsque la psychanalyse pratique la biographie comme genre littéraire, c'est plus de la littérature. C'est une sorte de littérature de la malbouffe livrée au narcissisme et au ressassement d'un moi ronron. Je veux dire par là que si le je n'est que le moi, je est un autre, vous vous rappelez cette formule. Bien sûr. Le je n'est pas exclusivement du moi. Et en réalité, pour moi, la littérature, on peut aller chercher un matériau autobiographique, mais s'il n'y a pas retravail, renaissance, recréation, transubstantiation, alchimie, etc., etc. Oui, bien sûr. Mais Angot, quand même, elle écrit, non? Elle dit elle a des phrases très courtes. C'est ça qui vous gêne, je suis sûr. Non, des phrases courtes. Pas du tout. Le style sec, on pourrait les trouver, Chardonne, Chateaubriand, etc. Au contraire, c'est très compliqué d'avoir également un style sec. Mais c'est que l'âme utérine de Christine Angot m'intéresse pas. J'ai même envie d'inviter le lecteur de dire attention. Travaux ralentir. Tout ça me tombe des mains. Oui. Et alors, ce n'est que mon avis. Non, mais bien sûr. Et pour tout vous dire, elle me force pas à la lire. On vous invite pour parler de votre avis. Et c'est évident, personne ne force personne à lire. Mais elle peut pas m'interdire d'écrire ce que je pense d'elle quand je l'ai lu. Ça s'appelle la liberté d'expression. Absolument. Et c'est une chose qui, chez nous paraît la première des vertus, sinon la seule. Et Virginie Despentes, alors. Virginie Despentes aussi... J'ai eu un avis contrasté. J'avais trouvé Baise-moi très bon. Oui, je suis d'accord avec vous. Enfin un peu de fraîcheur dans la littérature gourmet chez les femmes. On était descendu de quelques marches dans l'escalier de Virginie Despentes avec Subutex. Et le dernier, dont je me rappelle même pas du titre, que j'ai lu il y a quelques temps là dans un relais H, sans l'acheter, c'est devenu le salon du prêt à gémir. Et pour faire court, la rue de la chatte crevée, parce que tout ça n'a absolument aucun intérêt, quoi. Philippe Pichon, ne me dites pas que vous n'avez pas un problème. J'ai cru que vous alliez me mettre en garde à vue, André Berkoff. Pas tout de suite, mais ça ne saurait tarder. Ne me dites pas que vous n'avez pas de problème avec les femmes. Aucun. Parce que vous avez passé de... Je suis pas mal baisé, si c'est votre question. Utérine. Donc, quand même, vous dites, oui, il y a des femmes qui écrivent très bien. Mais là, quand même, votre livre... Après tout, vous auriez pu faire une partie sur les hommes et une partie sur les femmes. Parce qu'il y a autant d'hommes qui sont nuls. Vous êtes bien d'accord? Ah ben absolument. D'écrivains dits mâles qui sont des nuls. Absolument, mais je vous ai dit quels avaient été les deux déclencheurs. Alors, les grandes irritations, et quand
quand je me gratte... Les poils qui se hérissent. Quand je me gratte, je réfléchis plus. Je vous ai dit, c'est la déclaration de Sandrine Rousseau à l'Assemblée nationale. Lâcher nos utérus, je crois que c'était en février dernier. Quelle distinction, quelle classe, vraiment. Et je me suis dit, mais est-ce que ce que j'entends là, ça se traduit dans la littérature? Et le deuxième élément, je vous l'ai dit, c'est la réception... c'est Sandrine Rousseau qui vous a fait réagir. Ah là, c'était trop fort. Et la deuxième chose, mais qui précède cet événement, c'était la réception d'Annie Ernaux, prix Nobel de littérature, vous l'appelez, parce qu'il me semble qu'il y a d'autres écrivains femmes un peu plus audacieuses. Si je devais vous en citer 3, il y a Chantal Thomas, que j'ai pas cité dans le livre, qui fait un travail remarquable, alors là pour le coup sur Sade, sur Marie-Antoinette, sur Casanova. Donc elle parle implicitement, explicitement d'amour, de sexe, de tout ce que vous voulez, et ça me paraît être autrement plus enlevé. Il y a Dominique Bonnat, vous vous rappelez certainement de... La biographe, elle a fait beaucoup de biographies, Dominique Bonnat. Colette et les siennes, par exemple, livre magnifique. Là, j'oublie la biographe, je la prends... très clairement pour un écrivain, un romancier. Bon. Une biographe peut être un écrivain, bien sûr. C'est plus le cas maintenant. Enfin, je veux dire... dans celle qu'on a située, c'est moins vrai. Et la troisième, vous avez une troisième? Oui, Florence Delay, que vous connaissez également, qui avait fait sur le sujet du féminisme, il me semble, mesdames. Il y a un petit hic pour Sandrine Rousseau, parce qu'elles ont un tort commun, ces 3 dames, elles font partie de l'Académie française. Et quand vous êtes à l'Académie française, c'est un mouroir du talent. Sandrine Rousseau vous dit, c'est ridé, c'est ringard, ça va pas. Or, pour moi, l'Académie française, c'est quand même... Vous parliez tout à l'heure de l'excellence, c'est l'excellence française par définition. Non. Alors là, je ne vous suis pas du tout. Ah bah attendez. Le nombre d'écrivains ringards qui sont passés à l'Académie française et qui l'ont été, qui n'étaient pas du tout écrivains, vous le savez. Qui sont passés. Les Pichon. Qui sont passés, ils meurent. Les hommes meurent aussi. Je peux pas vous laisser dire ça pour Félicien Martiaux, pour Michel Déon, etc. Non, mais les autres. Valéry Giscard d'Estaing, grand écrivain. J'ai pas dit que c'était un écrivain. D'accord. L'Académie française. Piètre président, plus piètre encore écrivain. Non, parce que vous parlez de l'Académie française. Je dis que l'Académie française a reçu beaucoup d'écrivains. En ce moment. Parce que justement, il me semble, mais je peux me tromper, et pour faire plaisir quand même à Sandrine Rousseau, en son sein siègent également des romancières de gauche extrême. Regardez Daniel Salnave. Oui, tout à fait. Qui vient de l'extrême gauche. Et vous considérez comme un écrivain ou pas? Ou une écrivaine? Je le dis, je lui rends marge. Les portes de Gobio, par exemple, fantastique livre. Donc, vous voyez bien que là... Mais vous ne regardez pas l'étiquette, c'est pas ça qui compte. Non. Alors, et encore une fois, je m'autoriserai pas à me dire écrivain. Je suis peut-être ce qu'on a appelé, Solaire, ça appelé des grands lecteurs, c'est-à-dire que je lis beaucoup, et je me permets d'avoir un petit avis sur des œuvres. Ce qui est votre droit le plus strict, et en plus, franchement, vous écrivez bien. On peut pas dire. Je vous interromps encore, puisque sur l'autre trottoir, le versant de l'homosexualité, il y a eu des écrivains hommes remarquables, Gide, Green, Bory, sur le même versant, Yourcenar, Colette, qu'on a déjà cité, René de Vivien, le saphisme, etc., des pages qui me semblent être sublimes, éblouissantes. Et donc, je crois que l'idée, si vous voulez, vraiment profonde qui m'a animé, c'est de dire, sous cause de faux féminisme, elles détruisent elles-mêmes, elles essentialisent les femmes, et elles détruisent elles-mêmes la créativité de toutes les femmes qu'on vient parler. Je pense que la femme ou les vrais survivront à cela. On en reparle juste après cette petite pause. Oui, mais sur Sud Radio, vous commencez à en avoir l'habitude. C'est le grand sapin de Noël qui débute tout de suite. C'est le moment pour vous de vous offrir peut-être plein de cadeaux. On a plein de choses à vous faire gagner. On a des bons cadeaux d'une valeur de 75 € chez cadeau.com. On a une séance photo à vous faire gagner en famille ou avec des amis sur la shootingbox.com. On a des séjours à vous faire gagner, des enceintes connectées, bref, plein de choses. Appelez-nous pour gagner 0826 300 André, un numéro entre 1 et 25. Allez. 17. Allez, le 17e appel et vous remporterez le cadeau aujourd'hui à mettre sous le sapin pour les fêtes de Noël qui arrivent très vite. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il y a eu les monologues du vagin, pièce de théâtre qui a fait vraiment le tour du monde, et il y a un livre qui fera peut-être le tour du monde aussi, en tout cas le tour du monde francophone. C'est la grâce que je lui souhaite. C'est Pourquoi la littérature du vagin respire mal. Philippe Pichon aux éditions du Verbe Haut. Et le Verbe Haut, effectivement, ça le connaît. Alors Philippe Pichon, juste pour
parler un peu du livre. Après, nous allons parler de votre activité, de vos activités anciennes maintenant, mais toujours intéressantes, d'ailleurs, de commandant de police. Au fond, on a résumé la chose du point de vue écriture féminine ou écriture masculine, et on a fait le sort de cela. Aujourd'hui, à votre avis, vous lisez beaucoup, il y a une baisse de niveau de la littérature, on ne va pas parler d'éducation nationale, ni des collèges, mais de la littérature. Oui, très clairement. Quand on revient, et pourtant ce sont des auteurs que je n'aime pas, que j'ai beaucoup lu mais que je n'aime pas, c'est pas pour ça que ce ne sont pas des écrivains. Vous voyez, il ne me viendrait pas à l'idée de dire que Duras n'est pas un écrivain, il ne viendrait pas à l'idée de dire que De Beauvoir n'est pas un écrivain. Et donc même si je les conteste, là pour le coup sur le fond, mais ce sont des écrivains. Ce sont que des écrivains. Bien sûr. Donc c'est pour ça que je m'autorise à vous dire que probablement les coups de boutoir des sciences sociales n'y est pas pour rien. Et on pourra en revenir à Derrida, qui est parti aux États-Unis, et je pense que il nous revient avec 20 ans dans la figure, une sorte de structuralisme ou de déconstruction qui nous revient mal digéré, et on en arrive avec tout ce qu'on a dit. Parce que pour moi, ça se casse la figure. Allez, dans les années, ça commence à se casser la figure, à mon avis, dans les années 90. D'accord. Voilà. Les années 80, il y avait encore des auteurs, on peut les citer, si vous me le permettez. Vous vous rappelez de Muriel Serre, que je trouvais formidable, formidable écrivain. On parle de Chantal Chawaf. Je partageais pas forcément leur opinion, mais il y avait du fond, quoi. Voilà. On peut rappeler, tiens, j'allais vous dire, vous venez du Liban, qui vous est très cher, Kourigata, Vénus Kourigata, oui, bien sûr. que je préfère comme poétesse que comme romancière. Oui. Là encore, il me semble qu'il y a autre chose. Et si on devait aller plus loin, il y a toutes celles qu'on a dit. On pourrait rajouter Marie-Noël, des choses comme ça, mais alors là, pour le coup, on va trop loin. Mais il me semble que... Mais pas Marine Diaye, par exemple. Qu'est-ce que vous voulez ? Là encore, je pense que la cause l'emporte sur le style. Oui, et quand il y a dire qu'elles se sont laissées envahir par la sociologie, par le sociétal, par les causes, qu'elles soient féministes. Les sciences sociales, les sciences humaines au sens large, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui n'a plus de goût. Les sciences ou les chiances ? Non, ou l'échéance. Allons. Vous me rattrapez dans le mauvais goût. Je sais. Mais le mauvais goût est une vertu aussi, de temps en temps, pour lutter contre l'asservissement et le correct. Alors, parlons quand même. Philippe Pichon, vous avez été commandant de police pendant 22 ans, notamment en Seine-Saint-Denis. Oui. Vous avez écrit un journal d'un flic en 2007 qui a été un best-seller, 37 000 exemplaires. Aujourd'hui, c'est vraiment un vrai best-seller. Et on vous a quitté, dites-vous, en 2011, c'est ça ? Oui, j'étais mis dehors de la police nationale, alors pas révoqué, puisque la révocation, c'est une sorte de faute lourde ou faute grave, comme vous le direz dans le privé. J'ai été mis à la retraite d'office, sans avoir de retraite payée, évidemment. Donc 2011, j'avais 42 ans, parce que je supportais plus d'avoir comme obligation de ficher, par exemple, puisque tout est parti de l'affaire du fichier STIC, dont vous avez peut-être entendu parler, j'en suis l'auteur. J'avais donné les fiches STIC à un confrère à vous, Nicolas Beau, dans le Canard enchaîné, dans Backchiche, de deux personnalités. En quoi consistait, je dis, pour nos éditeurs, le fichier STIC, c'était dans la même fiche, si vous voulez, on fichait les affaires que vous aviez eues comme auteur et comme victime. Donc dès le départ, il y a un problème. D'accord. Vous voulez dire que la victime était fichée autant que le criminel. Là, je me suis dit, il y a un problème, c'est pas possible. Ouais. Soit personne n'est fiché, soit on fait quand même, on trie le bon grain de livret, et seuls les jugements définitifs après procédure judiciaire, parce que moi c'est le pénal, mon domaine d'action, peut donner lieu à un fichier, parce que sinon, je sais pas trop ce que c'est. D'abord, la CNIL s'est posée sur après ma dénonciation, on m'avait qualifié, ce qui m'a fait beaucoup rire, de lanceur d'alerte. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais peu importe. Philosophiquement, je vois bien, mais après, juridiquement, je sais pas de quoi on parle. La CNIL avait dit, oui, si ce que dit Pichon est vrai, ça pose un problème. Et donc, ils ont fait plusieurs on ne pouvait pas mettre sur la même fiche pour vous l'auteur du crime et la victime. Il me semble que c'est du bon sens. Enfin bon, ça paraît. Ouais. Voilà, donc vous êtes parti. Enfin, on m'a mis dehors après un procès vite expédié, puisque entre ma garde à vue, j'ai fait 48 heures de garde à vue quand même. Et j'étais immédiatement déféré à un juge d'instruction comme un voyou. Le procureur avait demandé même ma mise non pas sous contrôle judiciaire, mais mon embestillement. On vous a mis un bracelet électronique ? Absolument pas, non. On pouvait me faire
retenir la langue, mais pas le bracelet électronique. Et donc, quelques temps après, donc entre la garde à vue, je vous dis, et puis la mise à la retraite d'office, il y a eu 2 mois sans attendre le projet judiciaire, qui pour le coup s'est soldé par un fiasco pour l'administration, puisque j'ai eu écopé d'une amende, enfin d'une 1500 € d'amende, sans interdiction d'exercer ma profession et sans inscription au B2. Donc laver tout soupçon pas intellectuel. Blanchi. Non, mais on m'a dit, Pichon, on n'a plus envie de travailler avec toi, ce qui en réalité, comme vous passez des concours à l'administration, vous pouvez pas être mis dehors comme ça. Moi, je suis ni préfet ni policier, quoi. Enfin, donc j'aurais dû être réintégré. Que ce soit la droite ou la gauche, on m'a dit Pichon dehors. On va en parler du Pichon dehors, parce que le Pichon dehors regarde quand même ce qui se passe dedans la police. On va en parler tout de suite après cette petite pause. Eh oui, mais vous reconnaissez ce son. C'est l'heure pour nous de vous révéler le gagnant ou la gagnante du grand sapel Noël du jour sur Sud Radio. Et on accueille Mélodie depuis Loupiac. Bonjour Mélodie. Bonjour Mélodie. Bonjour. Ça va Mélodie, vous préparez les fêtes? Quel beau nom Mélodie. Oui, tant bien que mal. Bon, entre le boulot et le travail. C'est quoi votre boulot Mélodie? Moi j'ai une entreprise de nettoyage chez les particuliers. Je suis auto-entrepreneur. Bon, très bien. Et puis Mélodie, aujourd'hui vous gagnez une enceinte connectée Amazon Echo Dot au style élégant avec son son puissant, offert par Sud Radio et la Confédération des buralistes pour nous écouter toute la journée. Félicitations Mélodie. Une enceinte connectée. Et puis voilà, Mélodie, comme ça vous amenez votre enceinte avec vous, et quand vous allez dans les entreprises de nettoyage, vous leur mettez la bonne musique, celle que vous aimez. Ah mais je suis chez les particuliers et puis bon, mais je vous écoute tous les jours en fait. Merci. Avec Alexis Poulain en plus. Voilà, c'est tous les jours. Qu'on retrouvera le vendredi. Merci beaucoup Mélanie. Le grand sapin beaucoup, c'est génial. De Noël continue sur Sud Radio jusqu'au 25 décembre. Restez connectés sur Sud Radio et les réseaux sociaux de sudradio.fr. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Pourquoi la littérature du vagin respire mal? Philippe Pichon, pourquoi la police respire mal? Vous n'y êtes plus depuis 2011, vous avez gardé évidemment beaucoup de contacts, et puis on parle, je ne vous fais pas depuis 2011, il y a eu Charlie Hebdo, il y a eu le Bataclan, il y a eu les émeutes, il y a tout ce qui se passe dans le quotidien. On va pas faire, il nous faudrait 3 heures pour faire l'inventaire de ce qui s'est passé depuis 15 ans. Qu'est-ce qui se passe et comment en fait la police réagit et pourquoi on en est là? C'est un autre sujet, c'est parce que la police ne réagit plus. Je suis parti en 2011, vous l'avez rappelé tout à l'heure. J'ai encore connu une période où il y avait des flics de base. C'est pas méchant ce que je suis en train de vous dire, mais dans fonctionnaires de police, il y avait plus police que fonctionnaires. Donc je pense que la base a un petit peu changé. Non pas s'intéresse moins, mais a pris ce métier comme on serait postier ou comme on serait je ne sais trop quoi. Donc je sais bien que le mot de vocation ne convient pas, mais je pense que pour entrer dans la police, il faut une forme de vocation. Je pense aussi, oui. Et deuxième point, j'ai connu de grands chefs policiers. Il y avait de grands voyous, au sens les beaux mecs, vous savez, vous vous rappelez de cette expression. Et donc les beaux mecs appelaient de grands chefs policiers. Et je pense qu'à l'heure actuelle, sans faire injure à mes anciens chefs, il y a plutôt des managers de la police, c'est-à-dire des gens qui sont plus habiles derrière un tableau Excel que sur le terrain. Et donc, avec une prolifération de grades, les grades, moi je m'y perds moi-même parce qu'on a démultiplié les grades, vraisemblablement pour se caler sur la gendarmerie nationale. Et puis je pense qu'il y a une peur latente. On ne peut plus, et là je pense que c'est plutôt des instructions politiques, les petits hommes gris, comme les appelle on ne peut plus aller au contact des voyous. Pourquoi on ne peut plus? Parce qu'il y a des instructions qui demandent... vous n'allez plus au contact des voyous? Alors moi je vais plus, parce que je suis plus dedans, mais on ne va plus au contrôle des voyous. Comme hélas, de l'autre pendant, on ne va plus connaître des honnêtes gens. Elle a été détriée, mais la police de proximité, non pas par son côté social, mais par sa remontée d'informations et de renseignements avait évidemment l'utilité. Les deux pendants ayant explosé, une sorte de gloubi-boulga où en réalité on n'est pas dans la proaction, mais dans la réaction. Et donc je pense qu'on a... on parle là de la sécurité publique. Oui, on a des temps de retard. Il faudrait donner des moyens conséquents à la police judiciaire qui ne les a pas, puisque
La police judiciaire, c'est du travail de longue haleine, de long cours. On est, elle est oui, c'est des enquêtes de fond, c'est du travail. Quand je dis c'est rien la police judiciaire, entendez bien mon propos, elle n'a quasiment aucun moyen. Et il faudrait redoubler, tripler, quadrupler, que sais-je encore, les services de renseignement qui eux aussi sont quasiment dépouillés. Mais alors, quand vous dites le policier de base, il n'a plus la vocation parce que il sent que on lui enlève un peu les moyens d'agir d'un côté, et vous parlez des managers, les commandants, enfin les chefs de la police, qui ne regardent plus que le chiffre. Pour ceux de base, on passe des concours ici dans la finance publique, ici dans la police. On prend celui qu'on récupère, ça vous a pas échappé. Le taux de chômage est très important, donc on rentre dans la police comme on pourrait être boulanger ou que sais-je encore. Et les managers dont on parle ne s'intéressent plus au cœur même de la profession, mais en effet vont aller rendre une copie. Il faut que toutes les petites cases soient vertes. S'il y a une case rouge, ici les vols à la roulotte, ici les cambriolages, c'est la catastrophe. Et pendant tant de temps, votre chef de service va vous dire « Eh Coco, Pichon, là, faut mettre le paquet sur les voleurs, arrêtez tout le reste. » Et donc, vous comprenez que cette politique... On vous donne des directives de ça chiffres, existe, quoi. Moi je les avais un peu divulguées avec certains... J'étais plus dans la police, avec certains de vos confrères, où très clairement, par exemple, je vous donne un exemple, c'est sur la Seine-et-Marne, on dira pas l'auteur même si vous insistez, on donnera pas l'auteur de la note de service, qui était une grande directrice départementale. Elle avait marqué noir sur blanc sur la délinquance routière. L'année prochaine, il faut 2,7 morts. 2,7 morts. Voyez mois. un petit... Elle l'a écrite. Oui. Écrit. Ouais. Vous voyez un petit peu le cynisme que sont les 0,7 morts. Bon. Et donc, tant qu'on sortira pas qu'il y ait des tableaux de bord managériaux, bien sûr, pourquoi pas, mais que, si vous voulez, pendant un mois, la nouvelle priorité, ça va être, parce que le politique a décidé que c'était les vols à la roulotte, hop, on oublie tout le reste, toutes les autres priorités du mois présent, etc., etc. Donc évidemment, les collègues ou mes ex-collègues ne savent plus trop où à quoi s'en tenir. Est-ce que déjà... ça existait déjà à mon époque. De votre temps, oui, ça existait déjà. Mais je pense que, pardon de vous interrompre, ça va crescendo. Mais alors, est-ce que de votre temps déjà, parce qu'on entend beaucoup les syndicalistes de police, parce que ce sont eux qui parlent, effectivement, dans les médias, c'est soit on est retraité, soit on n'est plus dans la police, soit on est syndicaliste. Je vous interromps là-dessus, j'ai pas attendu d'être retraité pour l'ouvrir, comme disait, parce que je pense que dès lors que les propos sont mesurés et documentés, je vois pas pourquoi certains policiers ne pourraient pas prendre la parole. Enfin, c'est leur problème et c'est à eux de décider effectivement ce qu'ils font. Oui, je comprends. Ça permettrait, si vous voulez, peut-être de résoudre certains problèmes internes. Mais alors, là où ils parlent, par exemple, aussi, et beaucoup, justement, syndicalistes et pas, ils disent, écoutez, nous, notre problème, disent-ils, enfin, il n'y a pas que ça, c'est la justice. C'est une formule célèbre d'un syndicaliste d'Alliance, c'est pas entièrement faux. Je pense que ça se double, ce problème... Alors, pas toujours de peine non ferme, mais c'est plutôt l'application des décisions de justice qui pose problème. Et la deuxième chose, c'est évidemment... quand ils sortent, du tribunal, qui viennent narguer le commissariat 2 heures ou 3 jours après... J'ai dit pas toujours. Mais quand même. Mais quand même... Alors, d'accord, mais... Encore plus grave, il y a les applications de peine, y compris fermes. Vous le dites souvent, vous le rappelez souvent. Vous prenez 10 ans, vous ne faites que 5 ans. Et la deuxième chose, c'est la célérité de la justice. Je crois que sur cette antenne, vous en parlez souvent. Des gamins qui ont besoin d'une réponse immédiate. Quand je dis des gamins, vous comprenez ce que je veux dire, des délinquants ont besoin d'une réponse immédiate. Le procès, je parle là des 16, 17, 18 ans, le procès est renvoyé au calendrier grec. Et donc évidemment, alors que la sanction devrait être immédiate. Oui, il y a ça. Et alors, il y a ça. Et est-ce que vous connaissiez déjà ce qu'on appelle les zones de non-droit? Est-ce que c'est vrai? Où la police ne peut pas rentrer? J'ai fait 10 ans en Seine-Saint-Denis, donc des années 90 aux années 2000. On y rentrait à force de forceps, contre les avis de ma hiérarchie déjà à l'époque, mais évidemment que dans ces zones-là... Contre les avis de votre hiérarchie à l'époque? Oui, sinon on me disait, Pichon, vous n'allez pas aux Tartes, vous n'allez pas au Bosquet, vous n'allez pas au Clos Saint-Lazare, etc. Là, c'est la Seine-Saint-Denis. Alors c'est difficile en Seine-Saint-Denis, pour tout vous dire, de trouver des marchés, donc on y allait vraiment sur la pointe des pieds, parce que toute la Seine-Saint-Denis pose difficulté. Pose des problèmes. Et quand j'entends souvent, et je vais vous choquer, mais n'hésitez pas à me mettre dehors,
que l'impact de ces générations issues de l'immigration ne pose pas problème. C'est un des principaux problèmes. Et quand on me dit que il y avait ce qu'on appelait les noyaux durs, vous savez, le procureur, peu importe le nom, les noyaux durs, c'était 5%. Cette expression d'abord est bête, parce qu'on voit pas entre la Dordogne et la Seine-Saint-Denis comment on pourrait parler de 5% de noyaux durs. Contrairement à ce qu'on dit, la plupart des familles, pour des raisons évidentes, de remplir le frigo, étaient complices, sinon co-auteurs des infractions. Et donc l'économie parallèle, etc., la drogue, alors, tout parallèle, ça. Je me pose souvent la question parce que j'ai l'impression que l'économie parallèle est immédiatement réinvestie dans l'économie formelle. Donc il y a là pour le coup, un vrai sujet de police judiciaire. Oui, c'est ça. Mais effectivement, blanchissons, il en restera toujours quelque chose. Mais au fond, les collègues, enfin, ou les anciens collègues avec qui vous avez contact, est-ce qu'il y a démoralisation en disant, nous on fait notre métier, on nous donne les instructions qu'on nous donne, et puis vaille que vaille, c'est comme ça. Écoutez, il y a quelque chose que vous savez peut-être pas, vous savez que depuis une petite dizaine d'années, contrairement à ce que j'ai connu moi, il existe maintenant la rupture conventionnelle dans la police nationale, ce qui existe chez vous. Vous voyez, ça, on le dit jamais. Ouais. Et le nombre je ne savais même pas qu'il y avait rupture conventionnelle. Le nombre de ruptures conventionnelles, c'est le mot, bon. Je veux dire, c'est le même mot que vous avez, vous, dans le privé, c'est ce que je veux dire. Le nombre de ruptures conventionnelles ne cesse d'augmenter. Quel que soit le grade, j'ajoute, on pourrait peut-être le comprendre pour les gardiens de la paix, on pourrait peut-être le comprendre pour les officiers, mais j'ai des copains commissaires qui ont décidé d'en finir et qui quittent l'institution policière. Quand on est commissaire de police, pardon, mais vous êtes quand même amené à avoir une carrière sympathique. Il y a plus de commissaires principaux, mais vous pouvez finir divisionnaire. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous disent ? Comme Maigret. Parce que la lassitude et la difficulté d'exercer dignement et sereinement son métier. Je vais faire autre chose. J'ai maintenant un petit carnet d'adresses. Je vais exercer mes fonctions dans le privé, dans la sécurité privée ou pas d'ailleurs. Oui, bien sûr. Il y a ça aussi. C'est un tableau. Non, mais c'est un tableau lucide et on le voit. Enfin, la situation c'est plus gris là. Je dis souvent que la gamme du gris est très riche. On est dans une situation absolument noire. Il n'y a pas de. Le tableau est, pour moi, dramatique. On va arriver un jour, vous avez, contrairement à ce que j'entends parfois, le nombre de bavures, ce que les médias appellent, certains médias appellent parfois la bavure, ou de violence illégitime, parce que c'est d'abord la violence plutôt illégitime. Je suis stupéfait et je salue l'action des forces de sécurité intérieure. Le nombre de dérapages individuels, c'est epsilon compte tenu du nombre d'interventions. Il faut quand même le rappeler à tous nos éditeurs. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont sollicités du matin au soir et du soir au matin. Oui, vous disiez même l'affaire de Naël. C'est un malheureux dérapage individuel. Et encore dérapage, moi j'attends c'est dramatique pour ce jeune. Bien sûr. Je veux dire, mais par exemple, ce problème du refus d'obtempérer, on en parle beaucoup du refus d'obtempérer. Ça existait déjà à mon époque, sauf que ça vous a pas échappé. La médiatisation des affaires de police était moins importante compte tenu de absence de réseau dans les années 90. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, bien sûr. Il n'y avait pas le portable, vous savez, où les choses étaient filmées, etc. Ça existait de la même manière. En Seine-Saint-Denis, un refus d'obtempérer, donc j'avais des horaires un peu particuliers, puisque j'étais à la tête d'une unité sublime qui s'appelait les unités mobiles de sécurité, pour faire court une BAC en tenue. Bac en tenue, oui, d'accord. Donc en Seine-Saint-Denis, vous voyez un petit peu ce qu'on gérait. Il n'y a pas une soirée où un de mes équipages ne traitait pas un ou deux refus d'obtempérer. Donc, j'allais vous dire... tous les jours, enfin tous les soirs. Je parle de la Seine-Saint-Denis, tous les soirs. Tous les soirs. Qui se finissait, on avait fini par se demander si c'était nécessaire de faire... À l'époque, on parlait de course-poursuite. J'ai entendu, maintenant qu'on parlait de progression rapide, vous voyez un petit peu ce qu'on fait. La sémantique, c'est déjà une colonne vertébrale idéologique. C'est vrai. Les mots, changer de mots. C'est extraordinaire. Donc vraiment, coup de chapeau, je sais pas comment font mais les fonctionnaires de police. Vraiment, je sais pas. Donc pour vous, c'est admirable. Pour vous, la situation s'est véritablement aggravée, disons, dans ces dernières années. Alors pour la Seine-Saint-Denis, c'est sûr, même si déjà on se faisait tirer. Moi, j'ai connu des 14 juillet où on se faisait tirer au mortier, par exemple. Je le disais l'autre jour à vos confrères. On me disait c'est pas possible. Je lisais des rapports. On me disait c'est pas possible. C'est avant-hier. Non, c'est juillet 1995. Donc pour la Seine-Saint-Denis, c'est amplifié dans des proportions peut-être moindres, finalement, que sur le reste du territoire. On entendait rarement romans. Je me serais pas sur Isère, Je pense que dans les années 90, ça n'existait pas. Mais on entendait rarement Crépol, un village de 500 habitants où il se passait des... La Seine-et-Marne où je demeure, les faits de criminalité, même en 2000, étaient bien moindres que ceux que la Seine-et-Marne connaît à l'heure actuelle. Y compris dans des villes que vous appelez petites ou moyennes, quoi.
Oui, enfin, et des villages de 500 habitants. Oui. Là, comme. Et alors que vous inspirent les réflexions d'un ministre qui dit mais non, il n'y a pas plus d'insécurité, il y a un sentiment d'insécurité. Alors la ministre, d'abord, c'est pas Gérald Darmanin qui, pour le coup, tente. Non, là c'est Dupond-Moretti. C'est ça. Comme vous le savez. Il y a belle lurette qu'on est passé à autre chose que le sentiment d'insécurité. Déjà, lors de mon passage à l'IHESI, vous savez, au cabinet de Jean-Pierre Chevènement, on nous avait demandé de laisser tomber ce sentiment d'insécurité parce qu'il était clair qu'on était dans une insécurité. Ah oui, déjà, dès Jean-Pierre Chevènement, vous l'avez dit, oui. Donc on est en 2000-2002, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc ça veut bien dire que on travaille déjà, pour tout vous dire, en 2000 sur islamisme. Il y avait des sessions... Déjà en 2000, qui étaient organisées à l'IHESI, dans un département qui s'appelait département des relations internationales. Ça veut bien dire également ce que ça veut dire. Oui. Où on nous faisait faire des conférences, j'y étais formateur, fallait absolument distinguer l'islamisme et de l'islam pour expliquer comment, en réalité, tout ça n'avait pas tellement d'importance et comment l'islamisme n'opérait pas en souterrain, la fameuse taquilla dans les banlieues. Moi, je l'avais constaté pendant les 10 années précédentes en Seine-Saint-Denis. Je veux dire, je vais vous raconter une anecdote, vous n'êtes pas obligé de me croire. Au Bosquet à Montfermeil, donc dans les années 90, peut-être 97-98, les noms de rues avaient été effacés, les rues avaient été réécrites en arabe. Ah ouais. Les noms de rues avaient été effacés. Je vous parle de ça des années 90. Donc, si vous voulez... Il y a 30 ans, quoi. Et c'est pour ça que j'entends, il y a 10 ans, c'était pas comme ça, etc. Ça l'est déjà, en tous les cas, ce que j'ai constaté il y a 30 ans. Donc c'est bon, enfin, ça me paraît fou. Et pourquoi on laisse faire parce qu'on préjuge du fait que la situation peut-être ne va pas s'aggraver. Et donc, ne pas s'aggraver est préférable à aller directement au charbon, de cette trivialité, et d'en finir une bonne fois pour tout. Dans tous les cas, d'avoir des moyens beaucoup plus drastiques et plus fermes que vous appelez souvent de vos voeux. Mais qu'est-ce qui fait, justement, que tout le monde bute, que ce soit droite, gauche, centre, etc., devant le fait de dire, peut-être un peu renforcer les mesures à prendre, etc., sans aller jusqu'à la tolérance zéro. Mais enfin, qu'est-ce qui fait qui à la fois serait dramatique et qui ne veut rien dire, la tolérance zéro est impossible, comme si vous me disiez la délinquance zéro, ça n'a pas de sens. Nous sommes et tant mieux des humains. Alors l'impossibilité, paraît-il, de construire des prisons. Alors qu'on me dit qu'il y a une décrue de l'activité des promoteurs immobiliers, je suis sûr que ça serait possible. L'idéologie depuis les années 70, on va pas les citer, mais une idéologie plus que de gauche, mais gauchiste dans la magistrature. 3, la démotivation des fonctionnaires de police, et peut-être une formation qui laisse encore parfois à désirer. À mon époque, vous aviez 2 séances de tir par an. 2 séances de tir par an. Les séances d'entraînement sportif étaient à discrétion des commandants d'unité. Ah ouais. Non mais... vous n'étiez pas obligé de... Mais 2 séances de tir par an. À l'époque, j'avais pas le même profil. On faisait du sport tous les 3 jours, mais c'était imposé dans les instructions 2 séances de tir par jour. Et d'un strict par point jour. 2 séances de tir par mois, pardon. Par mois, ah oui, d'accord. Ouais. Et ce qui posait difficulté, c'est que, par exemple, de façon régulière, déjà à l'époque, la parole du policier était remise en cause et le policier était présumé coupable. Ce qui, dans notre droit, est impossible. Au mieux, il est présumé innocent et... dans le meilleur des cas, il a fait son boulot pour Est-ce qu'il y avait déjà à l'époque, vous savez, all cops are bastards, non, alors la police tue, etc., etc. Et quand des hommes politiques, même pas besoin de les citer, ont repris, oui, la police tue, etc., etc. Est-ce que ça existait à votre époque? Alors non, même en Seine-Saint-Denis. Alors bon, moi j'avais une circonscription. J'ai commencé à Rosny-sous-Bois-Villemomble, et ça va vous faire rire. Le député s'appelait Pandro, que vous aviez connu Pandro, à la fois comme Robert Pandro, Bob Starsky et Hutch avec Charles Pasqua. Je savais que vous alliez me dire ça. Donc j'avais des circonscriptions comme commandant de corps urbain, un peu plus facile que quand on était à la Courneuve, mais ça veut dire qu'il y avait s'il y avait une parfaite symbiose entre les élus et la police, c'était un petit peu moins difficile. J'ai eu à connaître Perfit, vous vous rappelez de ce sénateur de Seine-Saint-Denis, qui avait une tendance un peu différente que celle de Charles Pasqua. Systématiquement, on y trouvait malice et la police
avait à faire un mea culpa. Bon. Et en réalité, déjà pour les mêmes raisons, des raisons électoralistes, puisque sur ces circonscriptions, l'électorat était déjà un électorat communautaire. Communautaire. On dirait, d'accord. C'est quelque chose, on va continuer d'en parler effectivement avec vous, auditeurs de Sud Radio, et avec Philippe Pichon, après quelques minutes. Oui, on prend vos appels au 0826 300 300 et on vous reprend vos réactions et vos commentaires sur Facebook et sur YouTube. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h51 sur Sud Radio, nous sommes toujours avec Philippe Pichon qui vient nous voir pour son livre « Pourquoi la littérature du vagin respire mal » aux éditions du Verbe Haut. Vous êtes aussi ancien commandant de police, on parlait de la police et des courses-poursuites justement. On a une question sur le Facebook de Sud Radio qui nous demande alors est-ce que c'est vrai que pendant les courses-poursuites on demande aux policiers d'arrêter leurs efforts de poursuite? Alors je peux pas vous répondre présentement, mais en tous les cas à mon époque, oui c'était vrai, on parlait de chasse comme je vous le disais. TN93, c'est souvent les stations directrices, vous savez, l'état-major qui parle au nom du directeur, qui a explicitement demandé à l'équipage qui ne faisait que son travail, qui partait essayer de rattraper un scooter, que sais-je, une voiture volée, etc., demandait, allez, 9 fois sur 10 d'arrêter la poursuite. Eux le justifiaient par de fait que chacun prenait des risques, que l'auteur prenait des risques, celle-là je la trouve assez bonne, que les policiers prenaient des risques et qu'éventuellement faisaient prendre des risques à des tiers. Tout ça est pas faux, mais alors à ce moment-là, quand on met quelqu'un en garde à vue, on prend des risques, il peut se taper la tête contre le comptoir. Quand on défère un individu, on prend des risques parce qu'il peut s'enfuir, etc., etc. Donc je parle du principe, si vous voulez, pour répondre un peu plus largement, que on ne pourra pas revenir à un bien vivre ensemble, vous voyez, oui. S'il n'y a pas, et pardon des mots un peu militaires que je vais employer, s'il n'y a pas de pacification, s'il n'y a pas de retour à quelque chose de concrètement viable. Ça, c'est impossible. Oui, vous voulez dire que s'il n'y a pas le taquet qui disent aux gens, attendez, vous ne pouvez pas aller... Exactement. Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Exactement. Quoi, sinon, rien ne se fera. Exactement. Mais je le crois profondément, c'est-à-dire que... évidemment que l'idéal c'est le bien vivre ensemble, mais là je pense que les valeurs ont été clairement inversées, et vous le rappeliez tout à l'heure, jusqu'à des villages de 500 habitants. Il me semble que là, on a franchi un nouveau... Ça paraît assez évident, ça, on le voit. Il y a d'autres questions sur Facebook. La question faisait quoi avec ce qui s'est passé ce week-end où 2 jeunes sont morts sur un scooter après avoir fait un refus d'obtempérer. Il y a une autre question qui vous demande est-ce que si aujourd'hui vous aviez la possibilité de retourner dans la police, vous le feriez? Et si oui, pourquoi? La réponse est non. Parce que des vieux dinosaures comme moi seraient empêchés. Je m'échappe pas, je vous le dis très clairement. Pendant très longtemps, il y avait des possibilités d'être réintégré que j'ai saisi ou pas saisi. Pendant très longtemps, donc j'ai voulu être réintégré. De nos jours, je serais au-delà de mon embonpoint, je serais incapable de rentrer de revenir dans la police parce que je me sentirais carrément pas à ma place, quoi. Enfin, Et vous pensez que vous auriez un élément sulfureux qui ne... Non, parce que j'espère, je l'ai toujours, enfin il me semble, j'ai toujours été au moins aussi proche de mes gars, comme je disais affectueusement, que de ma hiérarchie. Et donc je pense que si j'avais l'adhésion de la troupe, comme on le dit chez les militaires ou chez les gendarmes, j'aurais plus du tout la confiance de ma hiérarchie, parce qu'on me dirait en effet... Prenez le mot sulfureux, alors que ce que je dis là, je l'ai vécu dans ma chair, avec beaucoup d'amener d'action, etc. Alors que, croyez-moi, dans un service, si le commissaire est devant ses troupes, d'abord, il y a le fait qu'il y aura moins de débordements, parce que peut-être les esprits s'échauffent moins, et parce qu'en termes d'exemplarité, ça me semble être autre chose que ce que je vois à l'heure actuelle, où on voit des commissaires ou même des officiers parfois... faire de la figuration plutôt que vous voulez dire qu'aujourd'hui, enfin, on ne peut pas généraliser encore une fois, et puis vous n'êtes plus là, mais vous dire qu'il faut que les commissaires entraînent leurs troupes. Plutôt qu'elles ne les refreinent. Qu'elles les refreinent, oui. Ouais. Et je voudrais finir un peu, on arrive à la fin de l'émission, mais c'est très intéressant de parler de littérature et aussi de parler de votre ancien métier. Parce il y a eu des... Pardon, je vous interromps. Il y a eu des écrivains magnifiques. Je pense à Lucien. Vous voyez, au moment où vous me dites ça, littérature police, il y avait un auteur que j'aimais beaucoup qui s'appelait Lucien Becker,
qui était un poète qui a fait très peu de choses, etc. Mais il y a eu également dans le cinéma ou dans la littérature noire de très grands auteurs, etc. Et donc je me dis parfois qu'il y a un pont, une passerelle entre la littérature et la police. Bien sûr. Et ça s'appelle pour moi l'investigation littéraire. Oui, et puis ça s'appelle le roman policier, qui existe comme une institution. Alors vous n'êtes pas tenté, Philippe Pichon, de créer un nouveau commissaire Maigret, par exemple? Non, d'abord parce que Simenon me le pardonnerait pas. Vous savez qu'il y en a eu, je crois que c'est près de 400, enfin qu'il y a au moins 1000 bouquins et il y a au moins 400. Non mais quand je dis nouveau commissaire Maigret, l'équivalent aujourd'hui. Il serait moins croustillant que Jean Gabin en tous les cas, hein, parce que si c'était pour lui faire raconter la gestion des stylos et des gommes, ça intéresserait pas grand monde. Donc non, et puis je pense que je serais pas assez doué pour le... Vous avez remarqué que j'étais pas romancé, et je pense que je serais pas assez doué pour le roman policier, parce que contrairement à ce qu'on croit, c'est loin d'être un genre mineur de la littérature. Bien sûr. Puis enfin les séries noires, etc. On connaît tout cela. Manchette, par exemple, est un auteur que j'adore. Oui, Jean-Patrick Manchette, absolument. Je dis tout ça, les auditeurs de Sud Radio, les noms qu'on a cités, je vous assure, si vous avez le temps, même pour Noël, prenez-en quelques-uns, lisez-les, vous allez voir, vous n'allez pas perdre votre temps ni votre plaisir. Et vous continuez à lire beaucoup, oui, Philippe Pichon? À la fois pour le boulot, j'allais vous dire, parce que j'ai un deuxième ouvrage sur les hussards et toute cette littérature charnelle au corps à corps que j'ai envie de faire. Et puis pour mon plaisir, il y a toujours... Je prends à peu près... Donc pour le plaisir, 1 heure de lecture par jour, et pour le travail, je suis à peu près à 3-4 heures par jour, puisque comme je suis retraité... Oui. C'est bien, mais écoutez, voilà quelqu'un qui s'est dédié à la littérature, qui s'est dédié à lire les livres et à les analyser. Et je peux dire une chose, c'est Jean Paulhan qui l'a dit, il n'est pas vraiment Philippe Pichon en mauvais termes avec les mots. Non. Et entre deux livres, n'oubliez pas d'écouter Berkoff dans tous ses états. Philippe Pichon, pourquoi la littérature du vagin respire mal? C'est disponible aux éditions du Verbe. On va continuer de parler de vagin, tiens, puisqu'il y a Brigitte Lay qui vous rejoint dans le studio pour tout de suite jusqu'à 16h. André Berkoff, on se retrouve demain de midi à 14h comme tous les jours. À demain sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.